Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, eh bien, en premier lieu, je tiens vraiment à m'excuser, à vous remercier de votre compréhension et de votre patience. Nous avions un engagement les uns les autres sur un vote important et merci de l'avoir compris et de bien avoir voulu attendre. Je vous prie également d'excuser la présidente Yael Braun-Pivet qui ne peut pas être présente parmi nous ce matin, mais que je vais suppléer en ma qualité de vice-présidente du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Lors de sa réunion du 20 octobre 2022, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit à son programme de travail, à la demande du groupe Horizon et apparentés, une évaluation de la politique immobilière de l'État et il a désigné M. François Jolivet, membre du groupe Horizon et apparentés, et M. Kevin Mauvieux, membre du groupe Rassemblement national, comme rapporteurs. Au cours de cette même réunion, le comité a décidé, sur le fondement de l'article L. 132.6 du Code des juridictions financières, de solliciter l'assistante de la Cour des comptes, ce que la présidente Yael Braun-Pivet a fait par courrier en date du 20 octobre 2022. Je suis donc très heureuse d'accueillir aujourd'hui la présidente de la première chambre, Madame Karine Camby, qui va nous présenter l'enquête de la Cour des comptes qui s'intitule « La politique immobilière de l'État, une réforme nécessaire pour aborder les enjeux à venir ». Madame Camby est accompagnée de Monsieur Emmanuel Bichot, conseiller maître, de Monsieur Emmanuel Giannassesi. Il n'est pas là, alors excusez-moi, qui n'est pas présent. Monsieur Louis-Paul Pelé, conseiller maître en service extraordinaire. Monsieur Thomas Basset, conseiller référendaire au service extraordinaire. Et Madame Manon Petit. Madame Camby, je vous donne la parole pour la présentation de ce rapport. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de remercier moi aussi l'équipe qui a réalisé ce rapport et qui est présente aujourd'hui et qui m'assistera pour répondre au mieux aux questions de nos commanditaires. Et je vais donc tout simplement vous présenter le rapport dans l'ordre de son analyse. Je pense que c'est le plus simple. Et donc, ce rapport, en fait, développe trois grands chapitres. Un rapport sur la composition du parc, un second sur la stratégie immobilière de l'État, pour dire qu'il n'y en a pas véritablement une, et sur l'organisation de la gestion immobilière et le financement. Donc, à l'issue de ce rapport, nous avons formulé 4 recommandations. On y reviendra très certainement, mais surtout 3 scénarios d'évolution qui seraient vraiment structurants pour avancer dans la prise en compte des enjeux très importants auxquels ce parc immobilier fait face. Alors, tout d'abord, le premier chapitre, voilà, donc sur l'ampleur et le caractère très diversifié de ce parc immobilier. Je pense que c'est important de le rappeler. Plus de 94 millions de mètres carrés, plus de 192 000 bâtiments. Aucun État européen n'a un parc aussi vaste. L'État allemand, fédéral allemand, par exemple, a 60 millions de mètres carrés. Les Pays-Bas, 12 millions. C'est un plus petit pays. Mais c'est vrai qu'en France, nous avons un parc extrêmement important. Et on a essayé de le comparer à des acteurs privés. Alors, par exemple, pour le parc de bureaux, on compare à Gecina, dont le portefeuille est quand même 10 fois plus petit que le parc tertiaire de l'État. Et puis CDC Habitat, qui gère 28 millions de mètres carrés. L'État, pour sa part, en gérant 18 millions. Donc, on voit quand même que ce sont des parcs très, très importants. C'est un parc qui, comme je le disais à l'instant, comporte des biens de nature extrêmement différente. Alors bien sûr des bureaux, spécialisés ou pas, parce que sont considérés comme bureaux, par exemple, les gendarmeries, les commissariats, les tribunaux. Les bureaux vraiment non spécialisés, qui pourraient, on y viendra tout à l'heure, être plus facilement mutualisés, représentent 14% des surfaces. C'est quand même presque 14 millions de mètres carrés et 11 000 immeubles. Dans les autres bâtiments, bien sûr, vous allez trouver aussi bien du logement que des bâtiments qui relèvent, on peut passer à la diapo suivante, des universités. C'est un très gros patrimoine, des musées, des tribunaux, des commissariats de police, des gendarmeries, enfin,
énormément de bâtiments qui permettent à l'État de répondre bien sûr à ses missions de service public. Et au final, donc 5% seulement des surfaces sont mutualisées, c'est-à-dire occupées par des ministères différents. Donc cette mutualisation très partielle, elle représente, donc les bureaux représentent 23 millions de mètres carrés. L'enseignement supérieur et les ministères régaliens représentent la plus grosse partie des surfaces, hein, c'est assez normal, 58% des surfaces pour l'armée, l'intérieur et la justice. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aucun parc ministériel ne fait moins de 200 000 mètres carrés. Donc on est tout de suite dans des ordres de grandeur qui sont importants. La mutualisation des bureaux, comme je le disais tout à l'heure, elle reste modeste. 15% des surfaces pour les bureaux non mutualisés, non spécialisés, pardon, c'est encore assez peu. Et donc ces surfaces de bureaux restent quand même très attribués, affectés à un ministère donné. Pour les logements, 18 millions de mètres carrés, ils sont essentiellement concentrés sur les ministères de l'Intérieur, des Armées et de l'enseignement supérieur. Là, il y a une très faible mutualisation. Elle tient aussi à la localisation, parfois, de ces logements. Il y a des raisons objectives. Néanmoins, on pourrait éventuellement envisager de l'accentuer. Elle pourrait être plus poussée également dans le domaine du logement. Alors, le problème de ce parc, c'est que si son inventaire lui-même physique, je dirais, est assez bien connu, en revanche, les caractéristiques des bâtiments sont assez inégalement recensées et ça constitue évidemment un problème majeur ensuite pour bâtir des stratégies de rénovation et évaluer les financements nécessaires. Donc, le système informatique, les systèmes informatiques qui permettent à la DIE de travailler se sont progressivement enrichis avec des applications spécialisées, mais il y a un problème de base, c'est que cette alimentation des informations nécessaires sur les caractéristiques techniques des bâtiments, elle est faite par les occupants. Or, les occupants n'ont pas forcément un intérêt direct à ce que les données soient complètes et fiables, parce que ce n'est pas forcément eux qui vont les utiliser ensuite. Donc, on a un problème de complétude et de fiabilité des informations. Par exemple, pour l'indicateur d'état de santé des bâtiments, l'information n'est complète que pour 43% des bâtiments concernés. Donc, c'est très faible et il y a encore un progrès très important à faire. Donc nous avons une recommandation qui est un peu technique, mais qui, à notre avis, permettrait d'accentuer un petit peu la contrainte sur la complétude et la fiabilité des données, c'est de mettre en place un plan de contrôle interne qui permettrait donc de relancer cette alimentation des systèmes d'information. Mais évidemment, le plus important, la DIE le dit et je pense qu'elle a raison, ce serait quand même d'arriver à intéresser directement les ministères et les gestionnaires en fait de bâtiments sur la nécessité de remplir plus complètement ces bases de données. Deuxième aspect, c'est sur la valeur comptable du parc immobilier. On a fait un petit point là-dessus parce qu'il y a des évolutions en ce moment. Donc, la Cour a été souvent amenée à relever dans les actes de certification des comptes de l'État ce qu'on appelle des insuffisances d'éléments probants, c'est-à-dire des difficultés en réalité à disposer de toutes les données pour permettre vraiment de certifier les valeurs. Alors actuellement, pour 2024, il va y avoir une évolution de la norme comptable pour les bureaux et les logements, avec une valorisation qui ne sera plus faite sur la base de la valeur vénale, mais sur la base du coût historique amorti.
Ça paraît technique, mais en réalité, ce qui nous inquiète un petit peu dans cette évolution, c'est elle peut conduire à ne plus réaliser systématiquement les visites sur place qui étaient menées antérieurement. Et donc, là aussi, ce serait un problème dans la mesure où ces visites sur place permettent d'avoir une meilleure connaissance de l'état technique réel des bâtiments et pas forcément tel qu'il est documenté dans les bases de données. Donc ça nous semble être un point de vigilance que nous avons porté d'ailleurs au cours des auditions à l'attention du directeur de l'immobilier de l'État. J'en viens maintenant au deuxième chapitre qui fait un petit peu le tour de toutes les obligations réglementaires qui pèsent sur ce patrimoine immobilier. Elles sont nombreuses, c'est normal d'une certaine façon, mais au final, on en tire quand même des conclusions qui méritent d'être rapportées sur l'absence d'une véritable stratégie de gestion de ce patrimoine immobilier. Alors, tout d'abord, il y a eu des objectifs très volontaristes avec le Grenelle de l'environnement en 2009, mais il faut bien voir que ce dispositif n'avait pas véritablement de valeur contraignante et que donc les objectifs en termes de réduction des consommations d'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été au rendez-vous. Et au final, il n'y a pas eu véritablement un pilotage de ces obligations et un plan d'action. Il n'y avait pas non plus d'indicateurs de performance, donc tout cela est resté un petit peu flou. Et au final, on ne constate pas qu'il y ait eu un suivi précis de ces obligations. Par ailleurs, il y a beaucoup de normes européennes qui s'appliquent, bien sûr, mais aussi des normes nationales. Par exemple, le décret éco-énergie tertiaire, je pense qu'on y reviendra, qui donne aussi des objectifs importants en termes de réduction des consommations d'énergie. La réglementation dite RE 2020, mais qui ne s'applique qu'aux constructions neuves, ce qui n'est quand même pas l'essentiel du parc. La réglementation sur les passoires thermiques, très importante, parce qu'il y a quand même beaucoup de logements qui sont concernés dans le parc de l'État. Et puis les plans de sobriété énergétique, plus récemment, qui conduisaient à réguler la température dans les bâtiments de bureaux aussi pour diminuer les consommations d'énergie. En fait, le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a des changements fréquents, des superpositions de normes qui ne sont pas toujours parfaitement cohérentes entre elles. Et au final, la feuille de route qui avait été établie par la direction de l'immobilier de l'État en 2018 n'a pas été actualisée et il nous paraîtrait tout à fait important qu'elle puisse l'être pour qu'on voit comment, notamment pour le décret éco-énergie tertiaire, l'administration se met en ordre de marche pour essayer progressivement de mettre en œuvre les objectifs qui sont arrêtés par ce décret. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Au-delà des normes environnementales, pour lesquelles quand même il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui sur les bâtiments de l'État, il y a quand même des engagements qui sont pris pour améliorer la mise aux normes et d'isolation. Voilà. Il y a d'autres normes qui sont très importantes, notamment l'accessibilité, pour lequel il y a quand même un gros retard de la part de l'État, puisqu'il y a 54% des ERP qui respectent aujourd'hui les obligations réglementaires et plus de 30% des bâtiments qui ne sont pas du tout accessibles. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. L'amiante, c'est difficile de mesurer où on en est exactement parce qu'il y a des lacunes dans le suivi des dossiers techniques amiante, les DTA. Et on n'a pas toujours non plus dans les bases de données de la DIE la preuve que ces DTA ont bien été réalisés. Donc en fait,
L'ADIE est en train de mettre en place une base de données, une DTA Tech, dont le déploiement a commencé très récemment, et je pense que c'est un point quand même qui sera très important. Le ministère des Finances, lui, a plutôt fait un effort dans ce domaine pour avoir un état détaillé de la présence d'amiante dans ces bâtiments. En ce qui concerne les autres politiques publiques, on en cite quelques-unes dans le rapport qui interfèrent directement avec la gestion du patrimoine de l'État. Tout d'abord, la mobilisation du foncier public pour le logement social. C'est un point important. Entre 2013 et 2021, il y a eu 245 millions d'euros de décote et 156 millions de produits de cession qui ont permis de réaliser des logements sociaux. Le coût quand même est élevé par logement, puisque c'est en moyenne 25 000 euros par logement social. Ensuite, il y a les dispositions sur l'aménagement du territoire, en relation bien sûr avec les collectivités territoriales, les cessions de sites militaires à l'euro symbolique notamment, qui ont porté sur 308 millions d'euros depuis 2009, avec des opérations parfois complexes et longues. Et puis enfin, le troisième point, c'est la réorganisation territoriale de l'État, qui s'est traduite en 2007 par la REAT et puis ensuite en 2019 par la réforme dite organisation territoriale de l'État. Et là, il y a eu quand même une baisse des effectifs de 14% sur la période 2010-2020. La Cour des comptes avait travaillé sur ce sujet dans un rapport spécifique. Mais il n'y a pas eu de bilan consolidé sur les conséquences sur le patrimoine immobilier de ces réorganisations. Donc on est un petit peu en difficulté pour dire si cette diminution des effectifs s'est traduite réellement, a eu des conséquences sur ce patrimoine. Maintenant, je voudrais en venir aux normes d'occupation qui ont été instaurées par diverses circulaires et qui ont connu une actualité récente avec des annonces qui ont été faites pour remettre en vigueur ce dispositif. Alors, la norme en 2009, c'était 12 mètres carrés de surface utile nette par poste de travail. Mais c'est une cible qui n'a pas été atteinte parce que derrière, il n'y a pas eu de dispositif contraignant pour la mettre en œuvre. Et on sait, il ne faut pas ignorer la complexité de ces opérations qui ne sont pas très populaires parmi les agents. Et puis, le patrimoine n'est pas liquide. Il faut bien entendu pouvoir vendre des biens, réorganiser des services. Donc, ça peut mettre un certain temps. Mais en réalité, quand la nouvelle norme est intervenue en 2018, avec 20 mètres carrés de surface utile brute, on a changé d'indicateur au passage par poste de travail, on n'a pas mis non plus en place un dispositif contraignant et un pilotage de la mise en œuvre de cette norme. Donc la circulaire qui est intervenue en février 2023 propose maintenant 16 mètres carrés de surface utile brute par résident. Bon, on voit que les circulaires se succèdent, on va dire, mais on ne voit pas tellement pour l'instant d'évolution concrète dans leur mise en œuvre. Alors, tout ça nous conduit à dire qu'il est important de sortir un petit peu de cette addition de circulaires et de réglementations pour définir ce qui nous semblerait être utile, c'est-à-dire un vrai document stratégique permettant de dénoncer la politique immobilière de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le rapport s'intitule « La politique immobilière de l'État », mais quelle est véritablement cette politique? Il n'y a pas un document qui la synthétise et qui fixe des plans d'action, des programmes pluriannuels, des calendriers, des objectifs aussi financiers. Et donc, il y a des choix à faire, bien entendu, entre les différents objectifs. On y reviendra tout à l'heure sur l'aspect du financement.
puisque c'est très important, mais cette déclinaison d'une stratégie et ensuite sa mise en œuvre opérationnelle nous paraît très importante. Donc nous faisons une recommandation, c'est la deuxième du rapport sur ce sujet, pour proposer qu'il y ait une formulation de cette stratégie dans un document. Ensuite, dans le chapitre 3, nous en venons à la question de l'organisation, de la gouvernance, on peut dire, et du financement. C'est une question qui n'est pas seulement technique, parce qu'elle a beaucoup de conséquences sur la stratégie. En effet, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont les ministères, en fait, qui sont en charge de la politique immobilière pour leur propre patrimoine immobilier. Et la création en 2016 de la direction de l'immobilier de l'État, elle a apporté certainement des conséquences positives, mais elle n'a pas remédié fondamentalement à cette difficulté. Et son rattachement à une direction, la direction générale des finances publiques du ministère, fait qu'elle n'a pas forcément la surface, la capacité interministérielle pour être plus forte dans ses affirmations. Et donc nous proposons, c'est la recommandation numéro 3, de rattacher la direction de l'immobilier de l'État directement au ministre chargé du domaine et non pas à la DGFiP. Et par ailleurs, c'est une incidente, mais les 4/5e de ces agences sont en fait chargées de fonctions d'évaluation des biens et de valorisation, et il nous semble que ce n'est pas la mission première de la DIE et qu'il faudrait la recentrer vraiment sur sa fonction de pilotage stratégique, de façon à ce qu'elle puisse mieux interagir, notamment à l'occasion des conférences de l'immobilier public qui interviennent généralement au début du printemps et qui préparent en fait les conférences budgétaires. Donc, sur ces organisations ministérielles, en fait, il y a une grande disparité d'organisation. Certains ministères sont dotés d'établissements de maîtrise d'ouvrage qui sont anciens pour certains et qui fonctionnent plutôt bien. On peut citer la PIGE pour le ministère de la Justice, le PIC pour le ministère de la Culture, les PORIF pour les universités. Ça n'est pas un établissement public, mais le site pour les armées joue aussi ce rôle. Néanmoins, dans les autres ministères, les compétences sont plus dispersées et plus faibles, et il est parfois difficile de les renforcer parce que le marché du travail dans ce domaine est assez compétitif et les ministères n'ont pas toujours des structures qui permettent de véritablement piloter les opérations avec toute la professionnalisation nécessaire. Donc nous recommandons, et c'est d'ailleurs en cours, qu'il y ait un plan de montée en compétences dans les ministères pour la gestion immobilière. L'ADIE s'est saisie de ce sujet. Je crois que le Conseil de l'immobilier, la Conférence nationale de l'immobilier public a récemment examiné un premier projet, et donc il faut être assez offensif sur ce sujet. Ensuite, en ce qui concerne certaines innovations, nous avons identifié celle de l'Agence pour la gestion de l'immobilier de l'État, dite Agile, qui est une petite structure. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes qui a été constituée en 2021 sous la forme d'une expérimentation et qui est une structure en fait de conseil auprès des ministères, conseil à la fois sur de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de l'accompagnement stratégique, l'exploitation maintenance des sites mutualisés qui peut être génératrice d'économies assez substantielles. Mais cette expérimentation qui vient d'être reconduite reste encore quand même assez limitée. Il faut bien le dire, les projets qu'elle gère sont peu nombreux et ses effectifs, d'ailleurs, une vingtaine de personnes, montrent qu'elle n'a pas l'ampleur nécessaire aujourd'hui, mais il faudra faire un bilan de cette expérimentation.
Pour ce qui concerne les aspects financiers, maintenant, nous avons constaté que les crédits qui s'élèvent pour 2023 à un peu moins de 10 milliards d'euros sont, et c'est normal, c'est dans la logique de la gouvernance actuelle, très dispersés sur 45 programmes budgétaires et donc seule une faible partie que nous avons évaluée à 13% est mutualisée sur 3 supports: le compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État, dont le fonctionnement a un petit peu évolué depuis sa création. Il y a moins de sessions aujourd'hui, peut-être moins de moyens également. Les crédits du plan de relance qui ont permis d'apporter un renfort apprécié, mais qui c'est ponctuel, et les crédits sont quasiment tous engagés. Et puis le programme 348 qui a été créé pour la rénovation des cités administratives et qui devient aujourd'hui un support de mutualisation des crédits, notamment concernant la transition environnementale. Dans le PLF 2024, il y a quand même des crédits de paiement importants. Mais bon, c'est vrai que sur l'ensemble des 9,6 milliards, pour être précis, ça représente quand même une enveloppe relativement limitée. En tout cas, cette enveloppe n'est sûrement pas suffisante pour faire face au mur d'investissement, c'est l'expression que nous avons employée un petit peu volontairement, qui est devant nous dans ce domaine. D'abord, je le rappelle, parce qu'il y a quand même un défaut d'entretien du parc, le fait que les ministères occupants soient chargés en réalité de défendre les intérêts de l'État propriétaire n'a pas très bien fonctionné, et on peut considérer qu'une partie du défaut d'entretien trouve sa source dans cette organisation, avec une fongibilité des crédits qui fait qu'au final, les opérations qui sont coûteuses ne sont pas toujours réalisées. Il y a ce retard important dans la mise aux normes des bâtiments qui forcément requiert des crédits également très importants. La transition environnementale, évidemment, qui appelle également des investissements très importants. Alors, la question, c'est celle du chiffrage, bien évidemment. Donc, nous disposons d'une étude qui a été réalisée par le CEREMA, qui chiffre à entre 140 et 150 millions d'euros les travaux nécessaires sur la période 2024-2000. Pardon ? Milliards, pardon. Oui, milliards, pardon. Milliards d'euros sur la période. Ce serait trop beau. Merci de m'avoir corrigé. Sur la période 2024-2051, mais le problème, c'est de savoir comment les financements vont être trouvés pour faire face à ces sommes très importantes qui représenteraient en moyenne une augmentation de 2,5 milliards supplémentaires d'euros par an à trouver pour mettre en place les travaux nécessaires. Et encore, ces 2,5 milliards tiennent compte du fait que les surfaces occupées diminueraient, ce qui reste encore à réaliser. Donc voilà, c'est une difficulté majeure. Et même si le chiffrage du CEREMA est encore sûrement perfectible, ça permet quand même de donner un ordre de grandeur. Alors, face à ces constats et aux recommandations que j'ai rappelées tout à l'heure, nous considérons qu'il y aurait 3 scénarios d'évolution possibles qui consisteraient en fait à changer le processus de décision pour assurer un meilleur alignement sur la stratégie immobilière qui serait énoncée, pour assurer aussi la montée en compétence des services immobiliers et améliorer la qualité des informations sur le parc. Donc, une fois que ces préalables seraient posés, les 3 scénarios qui pourraient être mis en œuvre ont été décrits de façon un petit peu progressive, avec des bouleversements qui sont moins importants dans le scénario 1 que dans le scénario 3.
Le premier scénario, c'est tout d'abord de renforcer le rôle de la direction de l'immobilier de l'État, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, et de donner un poids plus important aux conférences immobilières dans les arbitrages budgétaires qui sont réalisés ensuite. Nous proposons également que les opérations qui sont soumises à la labellisation, soit de la Conférence nationale de l'immobilier public, soit des conférences régionales, soient obligatoires et qu'elles aient en fait une valeur contraignante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque ce sont de simples avis qui sont donnés. Et puis, nous proposons aussi que la DIE conserve une enveloppe de crédit mutualisée qui permettent d'agir et d'être incitative sur les opérations qui sont menées. Le second scénario, le deuxième scénario, c'est un scénario un peu plus qui va un petit peu plus loin et qui proposerait de confier la gestion du propriétaire à une structure spécifique dont le périmètre pourrait être défini de façon progressive, en fait, parce que l'immobilier de l'État est tellement étendu qu'on voit mal une réforme qui porterait d'emblée sur l'ensemble des bâtiments, dont la diversité d'ailleurs est très forte. Donc on pourrait considérer que ce périmètre de centralisation pourrait consister à, pourrait recouvrir certains types de locaux seulement, éventuellement dans certains ministères, et qu'il pourrait y avoir des structures, par exemple, par type de bâtiment ou par région. L'idée, bien sûr, c'est de recentraliser les crédits et d'avoir une meilleure articulation avec les ministères, les services occupants, parce qu'aujourd'hui, ils ont toute la responsabilité des opérations. Si demain, il y a une structure centralisée, il faut bien sûr qu'ils soient rassurés sur le fait notamment que leurs contraintes seront bien prises en considération. Donc cette structuration est importante et d'ailleurs ils nous l'ont fait remarquer au cours des échanges que nous avons eus avec eux. Donc ça recouvre bien sûr un périmètre évolutif, comme je le disais tout à l'heure, et nous proposons dans ces conditions de procéder par expérimentation et de commencer par les bureaux, notamment les bureaux non spécialisés. C'est vrai que c'est la partie la plus facile à réaliser. Et puis le troisième scénario, alors là, il est beaucoup plus disruptif, on va dire, puisqu'il consisterait à constituer une foncière dont le portage qui porterait les biens. Alors là aussi, on pourrait procéder de façon progressive et évidemment, il y a des avantages et des inconvénients à ce portage. Le premier, c'est que la foncière, bien sûr, réclamerait des loyers au ministère, donc on reviendrait un petit peu à la conception initiale des loyers budgétaires et ça permettrait de financer les dépenses du propriétaire. Il y a aussi une question difficile à régler, c'est celle du transfert de propriété des biens, parce que pour transférer les biens, il faut déjà les valoriser. Donc ce transfert de propriété ne serait pas simple, je pense. Et puis la question ensuite, éventuellement, dans les inconvénients de ce scénario, c'est le risque de rigidification des dépenses et le coût final pour les finances publiques, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, les crédits ne sont pas suffisants pour faire face à toutes les obligations. Et donc, une foncière, elle, aurait légitimement besoin d'avoir les crédits qui lui permettent de faire face à ces obligations. Donc, ce double risque de rigidification et d'augmentation doit être considéré. Voilà pour les trois scénarios.
Je pense que dans les annonces récentes, on pourrait peut-être envisager une expérimentation. Comme je le disais, elle pourrait être limitée au bureau. Ce qui nous semble très important, si cette expérimentation est menée, c'est que le signal prix que j'évoquais tout à l'heure à travers les loyers joue effectivement son rôle, parce que sinon, finalement, l'objectif ne sera pas atteint. Voilà, Madame la Présidente, pour la présentation de ce rapport. Merci beaucoup, Madame Gambi, pour cette présentation synthétique mais complète, malgré tout. Je vais maintenant laisser la parole aux deux rapporteurs qui, je n'en doute pas, auront des questions et des précisions sur votre présentation. Quel est celui d'entre vous qui veut commencer? Donc, Monsieur Jolivet. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la qualité du travail accompli, Mesdames, Messieurs. Merci, Madame la Présidente, pour votre exposé très clair. Le groupe Horizon Apparenté avait proposé ce sujet au comité de contrôle. Je pense à vous lire et à vous entendre. Je pense que nous avions raison. Et l'intuition que nous avions sur la capacité de l'État à gérer son propre patrimoine était sans doute justifiable et justifiable par votre travail. En fait, quand je vous entends et vous lis, on est un peu à la préhistoire de la gestion du patrimoine. Puisqu'en fait, il n'y a pas de direction du patrimoine dans les services de l'État, il y a une direction de l'immobilier récente. Il n'y a pas de plan stratégique de patrimoine. Il n'y a pas de système d'information qui permet de consolider les informations du fonctionnement et de l'investissement. Et la direction de l'immobilier de l'État, qui est déjà un progrès depuis 2016, est face à un vertige de manque d'informations. Elle ne peut pas prioriser. Elle ne sait pas quels sont les patrimoines qui consomment le plus d'énergie, si on parle du diagnostic et des conséquences du diagnostic thermique. Elle ne peut pas arbitrer ou donner des arbitrages ou des pré-arbitrages ou des avis en connaissance de cause. Elle n'est finalement qu'une animatrice fonctionnelle où elle doit embarquer les secrétaires généraux adjoints des ministères en leur disant ce serait bien mieux que tu fasses ça que ça, sur la base d'intuition, parce que ces mêmes secrétaires généraux des ministères n'ont pas d'informations ou très peu sur leur patrimoine. Vous observez par ailleurs que l'État ne respecte pas beaucoup de normes, y compris celles qui les dictent pour les autres. Et finalement, le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, reste encore un mode de gestion, puisque jusqu'à des difficultés même de santé publique, puisque les diagnostics amiantes, y compris pour des patrimoines occupés par des agents, n'ont pas toujours été faits, ou s'ils ont été faits, les documents ont pu être perdus. Donc on a des nids à contentieux futurs qui sont extrêmement importants et qui engagent d'ailleurs la responsabilité pénale des dirigeants et des ministres. Je suis heureux que le bâtiment perpendiculaire à la Seine ait fait tout ce qu'il fallait, mais peut-être est-ce parce que la DIE se trouve logée à la DGFiP dans ce même bâtiment. Vous me pardonnerez cet excès peut-être de provocation. Alors moi j'aurais quelques questions. D'abord, dans la répartition des mètres carrés par ministère, on va baptiser comme ça, même s'il y a bien plus de ministères, on compte l'armée et les universités. Est-ce à dire que vous avez pris en compte dans votre étude le patrimoine des universités? Et est-ce à dire que vous avez pris en compte le patrimoine du ministère de la Défense dans l'étude que vous produisez? Si vous avez pris en compte donc le patrimoine des militaires, et notamment des logements, je vous invite peut-être même à vous autosaisir d'un projet qui a été mené par le ministère de la Défense qui s'appelle CGLOG, qui est un projet à 6 milliards d'euros que la DIE n'a pas vu et ni le Conseil immobilier de l'État.
Parce qu'en fait, je crois savoir, quelques études ont été menées pour dire que le patrimoine universitaire était aujourd'hui le plus pollueur du parc de l'État et que c'est là où on investit le moins. Et donc je vous demanderai pourquoi vous souhaitez vous attacher tout de suite au bureau et que vous ne prenez pas en fait ce qui pollue le plus. Euh, Ensuite, dans les propositions que vous faites, vous indiquez que il serait sans doute souhaitable de rattacher la direction immobilière de l'État au ministre du Domaine. Alors moi, je ne le connais pas, je ne sais pas qui a cela dans son périmètre. France Domaine, c'est la DGFiP. Alors le ministre du Domaine, quel est-il? Est-il logé à Bercy? Pourquoi ne vous souhaitez-vous pas raccrocher l'immobilier ou le patrimoine de l'État au Premier ministre, qui est le seul à pouvoir arbitrer et qui n'arbitre jamais sur ces sujets? Ensuite, vous indiquez qu'il serait sans doute nécessaire d'avoir un plan de montée en compétences. Ça, c'est une nécessité absolue. En revanche, je m'interroge, pourquoi vous n'avez pas abordé la difficulté, trois difficultés qui sont relevées par d'autres que vous dans la certification des comptes de l'État. Donc l'actif de l'État serait de 80 milliards, je crois. On ne sait pas. 80 milliards qui auraient 140 milliards d'euros de travaux, je me dis, on marche chez les fous. Donc ça doit être sans doute beaucoup plus, ou alors beaucoup moins de travaux. Certains de vos collègues, dans d'autres périmètres que le vôtre d'aujourd'hui, se sont interrogés pourquoi dans la LOLF et dans les propositions, vous n'en faites pas. Pourquoi est-ce que l'État n'amortit pas son patrimoine? Ce serait une force des sociétés publiques. Puisqu'en fait, nous sommes un des rares pays européens à ne pas amortir le patrimoine de notre actif immobilier et de ne pas en suivre la valeur. Mon autre question sera sur les réserves que vous avez émises, parce que nous en avions pu parler avec certains de votre équipe. C'est vrai que moi, je pèse beaucoup sur le partage de la fonction propriétaire-occupant, mais on ne peut pas... C'est vrai que la vente de patrimoine à une société publique exigerait sans doute beaucoup d'argent à payer, mais après c'est un autre problème sur les ressources. Mais je souhaiterais vous entendre, pas Dieu merci, nous sommes dans le temps de la République, mais heureusement qu'il existe d'autres formats, et depuis longtemps prévus par le Code civil, qui permettraient à une société publique, par exemple, de bénéficier d'un bail à réhabilitation. Et là, il n'y a pas de transfert de propriété. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas exploré cette hypothèse? Dans le projet CGLog vu par personne, ils ont imaginé des baux à construction. Peut-être que sur le stock, on pourrait s'occuper de baux à réhabilitation. Et puis j'aurais une dernière question. Vous n'avez pas du tout, et c'est souvent le cas chez beaucoup de propriétaires fonciers dont c'est le métier, dans les arbitrages que ces sociétés doivent rendre, type Gessina ou les bailleurs HLM, qui ont des millions de mètres carrés aussi, jamais l'arbitrage se fait sur l'entretien courant. Parce que le temps du logement, c'est un temps long, et un loyer, souvent, c'est la certitude de pouvoir entretenir le patrimoine. Et quand on est logé à Bercy, et que les secrétaires généraux viennent présenter leur budget, la règle de l'annualité, quand on monte un budget, c'est on supprime les dépenses, et on supprime peut-être 100 de dépenses qui vont causer 10 000 de dépenses supplémentaires 2 ans plus tard, parce qu'on n'a pas entretenu le patrimoine. Je ne parlerai pas de la démotivation des agents qui avaient des projets de restructuration de leurs services. Et je voudrais... Vous n'avez pas du tout traité le temps du logement qui est un temps long, et le temps de l'annualité budgétaire qui est un temps court, et que souvent les arbitrages se font sur l'immobilier de l'État, ce qui fait d'ailleurs que ces mêmes secrétaires généraux qui comprennent bien que des choses se font mal ont été les premiers promoteurs des PPP. Le patron
la secrétaire générale adjointe du ministère de la Défense, ancienne DIE, a poussé le projet CGLOG. Parce que justement, ils ne veulent plus avoir affaire à cela. L'immeuble de la gendarmerie, le siège est en PPP. Le Pentagone de Ballard est PPP. Et tout ça, ça coûte très cher. Mais par contre, c'est la certitude que ce sera entretenu et que les gens qui sont à l'intérieur ont un service de qualité. Enfin, le travail des agents est accompagné par un accueil de qualité. Et en plus, ça permet d'avoir un très très grand argument quand on parle à Bercy, c'est que c'est une dépense obligatoire et qu'elle n'est pas contestable et que celle-ci, on ne peut pas la réduire. Alors, je voudrais vous entendre sur ces sujets, et puis si la présidente me permet, peut-être de reprendre la parole après vous avoir entendu. Merci beaucoup. La série de questions étant assez longue, avant de passer la parole à Monsieur Mauvieux, je vais vous proposer de répondre à cette première série de questions pour plus de facilité et de compréhension. Merci, Madame la Présidente. Bon, écoutez, j'entends bien que nous n'avons peut-être pas répondu à toutes les questions qui se posent. Je pense néanmoins que à travers les questions que vous évoquez, il y a fondamentalement, quand même, on revient toujours à la question de la gouvernance. Cette question, elle est centrale parce que, comme vous le rappeliez, bien sûr, tant que les ministères seront gestionnaires seuls de leur patrimoine, en réalité, la DIE, bien sûr, a un pouvoir d'influence. Mais enfin, bon, la décision, elle dispose d'assez peu de moyens de décision, ne serait-ce qu'à travers les enveloppes de crédit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui sont assez faibles. Eh bien, on sera dans une situation où les arbitrages ne seront pas forcément favorables sur l'investissement de l'immobilier. Donc c'est pour ça que nous proposons des scénarios de réforme de la gouvernance qui sont, comme je l'ai dit, progressifs. Par exemple, je voudrais revenir sur une des mesures du premier scénario qui est la labellisation obligatoire. Je pense qu'aujourd'hui, la cohérence entre les orientations générales qui sont défendues par l'ADIE et celles qui sont effectivement mises en œuvre par les occupants doit être beaucoup mieux assurée et que ce serait un moyen déjà d'avoir un progrès qui entraînerait des conséquences concrètes dans la prise en compte de ces différents éléments. Donc c'est vrai que les patrimoines des ministères sont très différents et que peut-être sur un patrimoine aussi important, il est difficile de préconiser une solution unique. Donc ça, je pense fondamentalement qu'il faut avoir une vision assez différenciée, suivant les ministères, suivant les types de patrimoine, et suivant aussi ce qui existe, parce que c'est vrai que dans certains ministères, il y a des compétences aujourd'hui. Vous mentionniez le ministère des Armées, bien entendu, il a un patrimoine énorme et il s'est donné les moyens de faire des avancées assez innovantes d'ailleurs dans ce domaine. C'est moins vrai pour d'autres ministères, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, là, la DIE retrouve forcément toute sa légitimité pour intervenir, pour énoncer les grandes priorités, et puis pour accompagner aussi les ministères qui, justement, sont moins bien dotés en compétences ou ont des patrimoines qui sont peut-être plus facilement mutualisables dans leur gestion. C'est pour ça que nous avons évoqué les bureaux. Donc, vous me posiez la question de qui est le ministère chargé du domaine. Aujourd'hui, c'est le ministère des Comptes publics, chargé des comptes publics. C'est le ministre chargé des comptes publics. C'est dans son décret d'attribution. Pourquoi pas un rattachement à la Première ministre? Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension interministérielle forte, mais il y a d'autres directions qui sont rattachées, qui ne sont pas rattachées à la Première ministre et qui, dans l'administration, ont une dimension interministérielle. Il faut, je pense que le rattachement au Premier ministre n'est pas forcément indispensable si les décisions politiques
qui sont prises pour la gestion du patrimoine de l'État sont bien sûr portées, in fine, par la chef du gouvernement à travers des arbitrages qu'elle rend. Et ça, c'est quand même une façon assez habituelle, finalement, de travailler dans l'administration et qui a fait ses preuves. Voilà ce que je peux vous dire. Effectivement, on est sur un temps très long. C'est vrai que les arbitrages des ministères dans l'annualité budgétaire sont forcément des arbitrages de court terme, même s'il y a des grosses opérations qui sont lancées. On l'a vu dans plein de cas, je pense notamment au ministère de la Justice, où il y a quand même des plans très importants sur le pluriannuel sur le patrimoine. Mais l'entretien, voilà, c'est quand même une question derrière aussi de la valeur du patrimoine, du confort de travail pour les occupants, qui est quand même important. Et puis, il peut y avoir des réflexions qui vont un petit peu plus loin sur la localisation, notamment pour les services déconcentrés, de façon à ce que les services publics soient au plus près des citoyens et qu'il y ait une réflexion aussi sur la cohérence entre le service qui est rendu aux citoyens et la localisation et l'entretien de ces bâtiments publics dans lesquels ils peuvent avoir accès aux services publics. Donc c'est une des dimensions qui devraient être prises en compte dans une stratégie globale de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Mauvieux et puis si Monsieur Jolivet veut reprendre la parole après, on la lui donnera, mais je vais laisser le second rapporteur vous poser également des questions. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Je voulais aussi vous remercier pour le travail que vous avez réalisé et la qualité du rapport que vous avez rendu. J'ai moins de questions que mon collègue puisqu'il a déjà pas mal débroussaillé, mais il s'y connaît, je pense, beaucoup plus que moi. Moi, c'est un domaine que, sans jeu de mots, que je découvre complètement. Alors, dans les éléments que vous avez donnés et qui éventuellement m'inciteraient à poser question, que je ne me perde pas entre ce qui a déjà été demandé et ce qui ne l'a pas été. Est-ce que vous avez une idée, on n'en a pas parlé, est-ce que vous avez une idée, compte tenu de l'étendue du parc et de l'étendue du manque d'informations qu'on a sur ce parc, est-ce que vous avez une idée si des études étaient lancées aujourd'hui par chaque ministère sur son parc, du temps nécessaire pour réussir à avoir des informations fiables et complètes pour pouvoir ensuite derrière éventuellement prendre des décisions plus précises par rapport aux recommandations que vous avez émises ou par rapport à d'autres décisions qui pourraient intervenir. Dans les autres questions, vous avez indiqué donc qu'il fallait dans les années à venir réduire les surfaces pour faire face aux murs d'investissement à venir par rapport au fait que la majorité du parc n'a pas été entretenue correctement. Alors même chose, une question de temporalité et une question d'impact, c'est-à-dire que l'étude que vous avez mentionnée qui évoque 140 à 150 milliards d'euros de coûts entre 2024 et 2051, c'est dès l'année prochaine. Dans l'hypothèse où l'État se dessaisirait d'un certain nombre de biens, est-ce que vous avez une idée de la temporalité, de l'effet de cette séparation de biens par rapport à ce mur d'investissement que vous évoquez? Est-ce que ça pourrait avoir un impact, ou est-ce que, vu que ce mur d'investissement commencerait dès l'année prochaine dans les estimations, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard en réalité par rapport à cette partie-là? Et puis une question relative aux ressources humaines. Vous avez évoqué les 20 personnes qui travaillent dans le cadre de l'expérimentation de l'Agile. Au-delà de l'Agile, est-ce qu'on a une idée du nombre de fonctionnaires qui travaillent précisément sur cette gestion du patrimoine dans chaque ministère? Est-ce que c'est suffisant selon vous? Et si ça ne l'est pas, est-ce que vous avez une idée de l'augmentation nécessaire du nombre de fonctionnaires dans les ministères pour gérer convenablement le patrimoine, dans l'hypothèse où on continuerait à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui?
dans cette hypothèse-là. Et éventuellement, si vous avez une estimation, même dans l'hypothèse de vos recommandations, de l'évolution du nombre de fonctionnaires, éventuellement, on parle de mutualisation des bureaux, mais éventuellement de la mutualisation des fonctionnaires de chaque ministère au sein éventuellement même de l'Agile d'ailleurs, pourquoi pas, est-ce que ça pourrait être une piste de réflexion de proposer aux fonctionnaires qui sont spécialisés dans la gestion du patrimoine, au final de les regrouper au sein de l'Agile pour éventuellement gonfler cette agence et voir ce que ça peut donner. Voilà, et je pense a priori avoir fait le tour des compléments de questions par rapport à mon collègue. Je vous remercie. Alors, Je vous laisse répondre à cette question et puis on repassera la parole après à Monsieur Jolivet. entendu, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le rapporteur, pour vous répondre, je voudrais revenir sur un point, la question de la complétude et de la fiabilité des informations. Effectivement, c'est bien noté dans le rapport. Aujourd'hui, il y a des marges de progrès importantes. Je voudrais dire quand même que c'est un sujet dont la direction de l'immobilier de l'État s'est saisie et que dans son schéma directeur, elle a vraiment pour objectif de travailler sur cette question et je pense qu'elle est déjà en train de le faire. Nous avons auditionné le directeur de l'immobilier de l'État et nous l'a confirmé. Alors, c'est pas simple en fait parce que il y a beaucoup de bâtiments, il faut avoir des données fiables, donc c'est quand même assez compliqué quand on gère un patrimoine immobilier aussi important d'avoir un taux de complétude et de fiabilité parfait, mais il y a des marges de progrès, ça c'est certain et tout le monde en convient et effectivement c'est quand même un point essentiel. Voilà, donc les travaux qui sont en cours, il faudra revenir dessus, il faudra en faire le bilan pour voir si vraiment ça a permis de progresser. Je pense que c'est déjà le cas. Jusqu'où vont-ils pouvoir aller dans la fiabilité et la complétude? Bien sûr, ce serait l'idéal d'avoir des taux à 100%, mais je pense que voilà, entre ça et 100%, on a un chemin. Sur la question de la réduction des surfaces, en fait, vous me posez la question des délais. La question, c'est que ces normes de réduction des surfaces, comme on l'explique dans le rapport, elles sont anciennes. Les premières datent de 2009 et on n'a pas vu tellement d'évolution. Il y a eu une petite réduction, mais globale, du patrimoine immobilier, mais il n'y a pas véritablement un dispositif qui permet de s'assurer que ces normes de surface vont progressivement être mises en œuvre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est complexe. Il faut déménager les agents, les services. Il y a des coûts, objectivement. Il y a des coûts aussi, des coûts de réaménagement, éventuellement de relocalisation. Bon, mais il faut, pour que ce ne soit pas seulement un vœu pieux, en quelque sorte, mettre en place une gouvernance, un pilotage du dispositif. Donc, pour l'instant, ce pilotage n'est pas effectif. Hein. Ça viendra peut-être, mais nous ne l'avons pas en tout cas constaté. En ce qui concerne Agile, je pense qu'il ne faut pas peut-être surinvestir dans Agile. À ce stade, c'est quand même une expérimentation. C'est une petite agence, il y a 20 personnes. Ils font surtout des missions d'études. Ils font de la maîtrise d'ouvrage aussi, enfin de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais bon, le nombre de projets est encore très faible. C'est pas du tout une foncière aujourd'hui, hein. C'est plus un bureau d'études en quelque sorte. Donc, transformer Agile pour mutualiser un patrimoine aussi considérable hein, que celui de l'État aujourd'hui, ça me paraît être prématuré en réalité. Il faut avancer dans cette expérimentation. Comme je le disais tout à l'heure, vu l'importance de ce patrimoine et sa diversité, je pense que les expérimentations, c'est une très bonne façon d'avancer pour tester des solutions, pour s'adapter à chaque situation dans les ministères qui sont différentes. Tous les ministères n'ont pas les mêmes besoins.
au final, l'objectif que, bien sûr, on doit avoir, c'est de mettre en œuvre de façon plus opérationnelle la défense des droits du propriétaire, de façon à conserver aussi la valeur de ce patrimoine. Mais voilà, je pense qu'il est trop, il serait prématuré de dire qu'Agile pourrait être le support de cette mutualisation. Oui, on me dit, donc je vous le transmets, mais que Agile effectivement a prévu de s'étendre dans le cadre du renouvellement de l'expérimentation. Il y a plus d'agents qui vont être recrutés, mais bon, c'est le démarrage. Et donc, il faudra vraiment faire le bilan, parce que même s'ils sont 50 au lieu de 20, je pense que de toute façon, on est loin du compte pour répondre à un besoin de mutualisation. Monsieur Jolivet. Oui, 3 questions complémentaires. Vous ne m'avez pas répondu sur si l'étude comptait dans les mètres carrés le domaine public des armées et universités. Donc je comprends qu'ils sont à l'intérieur, donc c'est un très bon élément d'information. J'ai une deuxième question, c'est sur... vous n'avez pas répondu sur la tenue de l'actif de l'État et la valeur. Voilà. Je pense qu'on est le seul État européen à ne pas connaître la valeur de son patrimoine. Et, parce qu'en fait, on n'a pas l'obligation de l'amortir. Et on n'en suit pas. On n'en suit pas la valeur. Et je ne sais pas combien coûte le ministère de Bercy, par exemple, s'il était un immeuble marchand. Je ne sais pas combien coûte le bâtiment de la DGSE. Je ne sais pas combien coûte Vincennes. Je ne sais pas si on doit le céder. On ne sait pas combien coûte l'hôpital militaire qu'on n'arrive pas à vendre. Mais on n'en a jamais suivi la valeur au cours des années. Et je voulais savoir, avoir votre sentiment, vous en tant que juge des comptes, c'est quoi pour vous une personne publique qui détient des biens qui n'en suit pas la valeur? Quand vous contrôlez des établissements publics administratifs épiques, souvent c'est la première chose que vous êtes amené à voir. Et quand il s'agit des biens de l'État, on ne sait pas. Et puis j'ai une question, parce que je recherchais dans le rapport, l'État il est aussi beaucoup locataire. Et je n'ai pas vu dans votre rapport le montant des loyers qu'il payait. Et je pense qu'on ne le sait pas. Et que ça s'additionne nulle part. Et puisqu'en fait, c'était une des réserves en disant demain, les sociétés publiques expérimentales qui pourraient porter du patrimoine, bah oui, il y aurait un loyer, puis il y aurait des impôts, etc., etc. S'il y avait des cessions de patrimoine, mais qui pourraient générer une recette immédiate au budget de l'État, en revanche, et rendre sans doute l'État plus agile en disant bah, je veux partir de cet endroit-là. Parce que ça me plaît plus, je me réorganise, parce que souvent le patrimoine, il rend pas très agile l'État, il est obligé de rester là où il est propriétaire. Le plus souvent, et quand il part, ben, c'est plutôt de la décrépitude, il suffit d'aller dans certaines villes de l'Est de la France pour comprendre que l'armée était bien présente, mais que l'armée est toujours là, mais que les bâtiments s'effondrent. Donc je voulais avoir votre sentiment sur ce sujet-là. Quel est le montant des loyers payés par l'État aujourd'hui aux collectivités territoriales, aux acteurs publics quels sont les loyers PPP payés parce que, ça, à mon avis, ça doit être énorme. Et pour combien de mètres carrés? Je ne sais pas si vous avez l'info, si vous pouvez nous la faire parvenir, parce que ça permettrait d'avoir une vision un peu plus lointaine et peut-être d'avoir un outil d'aide à la décision, des premiers éléments d'aide à la décision sur se dire est-ce qu'il faut expérimenter une société publique et ça représenterait quoi? Parce qu'il y a des choses objectives aujourd'hui qui existent déjà dans notre pays. Très bien, je vais vous laisser répondre et éventuellement, si vous n'avez pas toutes les réponses, vous pouvez bien évidemment faire des compléments d'informations par écrit, nous les transmettre et elles seront remises au rapporteur. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, pour cette proposition. Effectivement, nous utiliserons sûrement cette voie pour compléter votre information. Je pense que sur la valeur totale des loyers, on a un chiffre aujourd'hui, mais enfin, il faudrait quand même qu'on le vérifie. Mais ce serait de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, d'après ce qu'on me dit. Ça figure dans le document de politique transversale. Alors, on n'a pas expertisé ce chiffre,
je le précise. Donc, est-ce qu'il est complet? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais on va essayer de vous donner plus d'informations. Je voudrais revenir à la valeur du patrimoine et à l'actif tel qu'il est valorisé aujourd'hui. Donc, il va y avoir des changements en 2024, puisque, en tout cas pour les bureaux et les logements, on va passer d'une valeur vénale au coût historique amorti. Donc, ça va modifier un petit peu la situation et ça va permettre notamment de mieux suivre les investissements et leur amortissement. Donc, il va y avoir quand même une amélioration dans ce point-là, mais c'est vrai que dans notre acte de certification, on a des insuffisances d'éléments probants sur la valeur du matériel. Je prends un exemple très simple, des bâtiments par exemple, je prends un exemple très simple. Souvent, la valeur comprend également la valeur du terrain. Et ce n'est pas uniquement la valeur de l'immeuble. Donc, ce sont des éléments qui font que c'est parfois... enfin, la valeur n'est pas la bonne, en fait. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait progressivement améliorer dans les comptes de l'État. Et nous sommes... je dois dire, depuis plusieurs années, en contact avec la Direction générale des finances publiques sur ce sujet pour essayer. On y parvient, on a parfois quelques améliorations pour essayer de mieux valoriser ces biens et d'avoir quelque chose de plus précis. En fait, quand il y a une cession, il y a une valorisation. Ça permet de remettre à jour les valeurs, mais c'est vrai que sinon, ça n'est pas forcément le cas et on peut avoir des valeurs qui pourraient être parfois réexpertisées. Voilà. Donc cet aspect comptable n'est peut-être pas effectivement suffisamment pris en compte aujourd'hui. Ça, je vous l'accorde volontiers. Donc, à partir de 2024, avec la modification des règles de comptabilisation, on devrait avoir un amortissement. Mais ce ne sera pas sur tous les biens. Il y a quelques biens qui vont échapper, notamment tout ce qui est considéré comme du patrimoine historique, et puis aussi les établissements pénitentiaires. Bon, il y a quand même un progrès qui va pouvoir être constaté à partir de 2024. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans cette valorisation. C'est un défi aussi, compte tenu de l'importance du patrimoine, pour avoir des valeurs actualisées. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, dans ce cas, il me reste à vous remercier pour la qualité de vos réponses et les précisions apportées. Il appartient désormais aux rapporteurs de se saisir de ces travaux et de conduire leurs propres travaux. Et donc, dans cette attente, je vous propose d'autoriser la publication de ce rapport de la Cour des comptes. Il en est donc ainsi décidé et je vous remercie. Et encore une fois, merci d'avoir patienté et de nous avoir attendus. C'était très aimable à vous de bien vouloir accepter ces conditions.